éditorialiste et critique littéraire à la revue Éléments. Il est aussi un des sociétaires de Bistro Liberté. Olivier François, bonjour. Bonjour, cher Martial. Vous avez réuni les interventions prononcées lors d'un colloque consacré à Dominique Deroux, intitulé « Dominique Deroux parmi nous ». Eh bien, il va être parmi nous pendant cet entretien, puisque nous allons découvrir un homme qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui a pourtant marqué son époque comme romancier, pamphlétaire, polémiste et fondateur des éditions de Lerne. Disparu à l'âge de 41 ans, Dominique Deroux aura été une étoile filante finalement, multipliant les engagements qu'il menait de front. C'était finalement un homme au visage multiple. D'ailleurs, il le disait lui-même, hein, vous savez, quand dans une lettre, je crois à sa tante, à sa chère tante, Dominique Deroux écrivait qu'il voulait avoir des vies multiples. La phrase de Rimbaud, « je est un autre », il y a un peu de ça, il y a quelque chose de très rimbaudien d'ailleurs de ce point de vue-là chez Dominique Deroux. Et donc très jeune, il faut savoir que Dominique Deroux naît d'abord, alors ça il faut le dire à nos chers téléspectateurs, j'allais dire auditeurs, il n'est pas dans n'importe quelle famille, hein, puisque son grand-père, Marie Deroux, était avocat d'Action française. Il naît dans une famille, je crois qu'il a 7 frères et sœurs, enfin, c'est une famille très nombreuse, un peu plus que 7 d'ailleurs, une famille où on lit une certaine littérature, hein, Léon Daudet, Maurras, Bainville, mais pas seulement, Balzac, Barrès. Donc là, cette littérature française-là, et puis très vite, Dominique Deroux est quelqu'un qui est d'abord passionné de littérature, on le voit dans la correspondance, hein, qui avait été réunie il y a quelques années aux éditions du Rocher, ou chez Fayard, me semble-t-il, par Jean-Claude Barré, monsieur Barré. Et dans sa correspondance, on voit que très tôt, il se rêve écrivain, il se rêve éditeur, et il se rêve aventurier aussi. Donc déjà, dès l'adolescence, on pourrait dire que sa vie a pris son axe. Alors, avant de parler de son œuvre, on va parler finalement de son engagement politique, puisque vous évoquiez le fait qu'il était issu d'une famille maurassienne. Quand j'ai évoqué les multiples visages, là aussi, son étiquette politique semble un peu multiple. Vous donnez les racines, mais lui ne se définissait pas du tout comme maurassien, il se définissait comme gaulliste révolutionnaire. Alors il y a eu plusieurs phases, puisque le Dominique Deroux de 1961 ou de 62 n'est pas du tout gaulliste. Il est même très anti-gaulliste. Il lit La Nation française, alors on sait de l'évolution de bout de temps, mais enfin il est plutôt d'une droite anti-gaulliste, encore assez maurassienne, même avec, on peut le dire, une tentation plus à droite encore que le maurassisme, d'une droite révolutionnaire mais anti-gaulliste. Je pense que le gaullisme de Dominique Deroux, il faut... Jean-Luc Barré avait intitulé sa biographie Dominique Deroux le provocateur. Il y a une part de provocation, c'est-à-dire que son gaullisme est une réaction à 68, évidemment. Les étudiants de 68 qui va mépriser, même s'il va trouver 68 un peu intéressant au début, le désordre dans la rue, l'imagination au pouvoir. Mais enfin, très vite, il va voir que c'est une farce bourgeoise, hein, et que 68 va être récupéré très vite par l'université, par Foucault, Deleuze, etc. Donc son gaullisme est une provocation, mais pas seulement une provocation au sens fort du terme, pour faire réfléchir, pour faire méditer. Et puis c'est aussi le rêve d'une troisième voie, parce qu'il y a chez Dominique Deroux un rêve impérial, et d'une troisième voie qui ne soit ni capitaliste, ni communiste, évidemment, ni soviétique. Et à l'époque de la guerre froide, Dominique Deroux, qui est un homme libre, ne veut pas se déterminer, veut chercher ailleurs que l'espèce entre le marteau soviétique et l'enclume américaine, en quelque sorte. François Bousquet, dans l'hommage qu'il rend lors de ce colloque qui est dans cet ouvrage, dit Dominique Deroux était généalogiquement de droite, mais il était existentiellement anarchiste et littérairement de tous les extrêmes. Oui, est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est l'homme des extrêmes, c'est un anarchiste couronné, c'est l'homme des extrêmes, et c'est l'homme aussi je reviens au terme de provocation, qui veut provoquer, pour réveiller, pour faire un peu de maïotique aussi, pour extraire la vérité. On a besoin un peu de secouer aussi les gens pour qu'ils crachent ou qu'ils gueulent la vérité, pour prendre le terme de Peggy. Alors, on comprend aussi la difficulté de saisir la personnalité de Dominique Deroux quand on regarde son œuvre. Il écrit en premier, et là on est en 1960, un roman d'amour, Mademoiselle
Anicet. Et puis, il va être aussi à l'initiative exigeante de la revue de Lerne et d'ouvrages tout aussi exigeants. Comment on passe de Anicet à Lerne? D'abord, il faut savoir que Lerne, avant de devenir une maison d'édition et une collection des cahiers de Lerne, ce fut une revue de jeunes, une revue de ces revues littéraires qu'on crée à l'adolescence, etc. Sans argent, sans argent, avec parfois l'argent de famille, la vieille tante qui vend ses bijoux pour donner un petit peu d'argent. C'est une revue renéotypée où on commence à aiguiser ses armes en quelque sorte. Et puis très vite, Dominique de Roux, donc en 61, va créer cette collection de Lerne, cette maison d'édition de Lerne, avec ses cahiers de Lerne, très importants, avec une volonté, je pense, encyclopédique ou même contre-encyclopédique. À l'époque, vous imaginez la pesanteur aussi. On est 15 ans après 1945, un certain nombre d'auteurs. Je pense à Louis-Ferdinand Céline, je pense à Bernanos, plus tard Pound ou Gombrowicz. C'est d'ailleurs intéressant de voir quels auteurs va choisir Dominique de Roux. Il y a une volonté de reprendre contre l'université la littérature. Il veut reprendre la littérature à l'université et puis essayer de redécouvrir ou d'attirer l'attention sur des écrivains qui, pour des raisons politiques ou pour d'autres raisons, sont mis de côté, sont jetés en enfer ou au purgatoire. Voilà. Alors, on sait qu'à l'époque en France, Paris est dominé soit par une gauche idéologique très lourde ou par une droite. Et d'ailleurs, Dominique de Roux est aussi très critique avec une certaine droite, qui s'enferme dans soit les gémissements, soit la nostalgie, soit la joie d'être du côté des vaincus. Alors, avant d'évoquer son travail, sa mission peut-être même d'éditeur, restons sur sa littérature et sur ses œuvres à lui. Quel était son projet littéraire personnel? Je pense qu'il n'a pas de projet littéraire, Dominique de Roux, c'est bien ça qu'il doit, c'est un homme de fulgurance aussi. On voit, alors François Bousquet disait que son œuvre, dans l'article qu'il nous a donné pour le colloque Dominique de Roux, disait que son œuvre était parfois obscure, mais c'est une obscurité comme une belle nuit où on voit il y a des étoiles filantes. Et souvent c'est assez très clair, des aphorismes de Dominique de Roux. C'est vrai que la forme de Dominique de Roux est une forme assez aphoristique. Il écrivait très vite, comme ça, sur le bout d'un papier, c'est un peu des disjecta membra. Et oui, en effet, et donc il n'y a pas de projet littéraire. Ici, il y a un projet littéraire, peut-être celui encore de la provocation réveil. Il fait de la littérature comme on lance une grenade, en quelque sorte. Il répond, je regardais les entretiens vidéo qu'il donne quelques années avant sa mort. Vraiment 73, je crois. Voilà. Ouais. Et il dit, il répond de manière toujours très courte, très rapide, très forte aussi. Oui. Et François Bousquet, vous avez raison, dit autre chose aussi qu'obscur. Il dit, il était tout entier dans son écriture, une écriture qui n'est pas narrative, mais une écriture ésotérique, apocalyptique. Et je me suis dit, est-ce que ce type d'écriture est aujourd'hui accessible à tous, ou est-ce qu'elle est même accessible tout court? Moi, je pense qu'elle est accessible à toutes les âmes bien nées, à certains adolescents, parce qu'il y a un enthousiasme chez Dominique de Roux. Un enthousiasme, une provocation, des lumières, des lueurs. Je disais, il écrit comme on lance une grenade. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai lu pour la première fois ce recueil d'aphorismes merveilleux qui s'appelle « Immédiatement ». Il y a aussi, je pense, dans la correspondance de Dominique de Roux, plutôt une porte d'entrée plus accessible. D'ailleurs, dans la correspondance, Dominique de Roux écrit de manière peut-être plus fluide, moins cette écriture de creux et de bosse un peu chaotique qu'on a pu lui reprocher. Dans la correspondance, il y a aussi un portraitiste, un merveilleux écrivain, presque à la Saint-Simon, parfois, quand il dresse des portraits de ses rencontres, de Massis, de Maritain entreaperçu, d'un dîner avec Maritain, d'une rencontre furtive avec Céline, de la rencontre avec Pound, qui a été une rencontre, on en parlera peut-être tout à l'heure, importante pour lui. Donc il ne faut pas non plus penser que Dominique de Roux est un auteur abscon. Il y a de l'hermétisme chez Dominique de Roux, mais il y a aussi, moi je pense, surtout des fulgurances, des étoiles filantes et des sons. Il y a une musique, il a sa petite musique, Dominique de Roux. Alors en qualité d'éditeur, il a publié, vous les citez, de multiples artistes. On pourrait rajouter à ceux que vous avez cités, Allen Ginsberg, Pierre-Jean Allen Ginsberg. Ginsberg, oui, pourquoi j'ai dit Ginsberg? Ginsberg. Et Witold Gombrowicz, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Même sur le prénom. Oui. Et donc, alors quel était le dénominateur commun de ces écrivains? Quel est le dénominateur commun qui fait qu'on peut s'intéresser aux uns et aux autres, qui aujourd'hui sont quand même moins connus?
Moins connu, Gombrowicz aujourd'hui est en folio, mon cher Mafial. Pound a été longtemps en livre de poche dans les cantos. Je dirais que qu'est-ce qui les unit, ces écrivains? D'abord, leur rapport à la modernité. Ce sont à la fois des archaïques et des modernes. Vous savez, il y a une phrase de Charles Maurras que j'aime beaucoup qui est « Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé ». Et quand on regarde l'histoire des avant-gardes, les écrivains qui ont compté à un moment donné dans la littérature du XXe siècle, ce sont des gens qui n'étaient pas des gens de la table rase. Ce ne sont pas des gens de la table rase au sens adolescente, de dire on va balayer la table comme ça. Il y a une belle adolescence, mais il y a aussi une adolescence où on est encore un peu infantile. Et ce n'était pas le cas de Dominique de Roux et de ses écrivains. Pound, par exemple, est à la fois un poète révolutionnaire qui va casser des formes. On ne peut pas dire que ce soit un classique, et en même temps, c'est un homme qui médite à la fois sur les troubadours provençaux, sur la vieille Occitanie, sur la Chine antique, etc. Gombrowicz, personnage plus complexe, mais chez Gombrowicz, je pense que Dominique de Roux va aimer aussi cet homme qui se bat contre les formes mortes, contre les scléroses. Dominique de Roux c'est pas quelqu'un qui aime les monuments, qui aime les musées. Ce n'est pas un homme de musée, Dominique de Roux. Il aime les choses vivantes. Ça le rapporte un peu d'ailleurs de Péguy. Vous savez, Péguy qui disait mieux vaut un fatras vivant qu'un ordre mort. Je pense que ça peut tout à fait correspondre aussi à Dominique de Roux. Il cherche la vie, il cherche plutôt le fatras vivant que les ordres morts. Et chez Pound, chez Gombrowicz, chez Céline, on y reviendra parce que Céline a été essentielle pour Dominique de Roux, il y a cela. Alors, passons à Céline, si vous voulez bien, parce que là, on est dans un monument. Oui. Même si, quand il le rencontre, Céline est à la fin de sa vie. Oui, il le rencontre très furtivement, d'ailleurs. Voilà, très furtivement, si j'ai bien compris, vraiment dans les derniers moments, derniers temps, tout au moins de Céline. Ce n'est pas sa Céline qui n'est pas au firmament de sa notoriété, qui est rejetée, qui est discréditée pour toutes les raisons que l'on sait. Quel est l'attachement qu'il va avoir pour Céline? C'est un attachement parce qu'il a été touché par le vieil homme, ou parce qu'il est touché par l'idéologie sulfureuse de l'homme, ou c'est pour son écriture qui est une écriture magique? Oui, pour son écriture évidemment, et pour le fait que Céline soit aussi le témoin de l'effondrement d'un monde. C'est-à-dire qu'il a un côté Cassandre, Céline, il est le témoin de la catastrophe, et on disait que Dominique de Roux est tenté par la fin des mondes, la fin d'un monde, et c'est ce qu'il aime chez Céline, et il défend aussi, parce qu'il est scandalisé par le fait qu'on mette Céline là où il n'est pas, c'est-à-dire dans une cage ou dans un enfer, et ne pas le considérer comme un grand écrivain. Il faut savoir que quand il publie son premier cahier de Lerne consacré à Céline, c'est vers 63, je crois. Il y en a un deuxième qui suivra en 65. Jacqueline de Roux, d'ailleurs, me l'a raconté. Ils reçoivent au siège des éditions de Lerne des petits cercueils en carton et des menaces de mort. Donc à l'époque, prendre Céline, le défendre, il fallait le faire. Mais je ne connais pas Dominique de Roux, mais je me dis à un moment donné, en voyant l'intérêt qu'il porte à Céline, je me dis, est-ce que c'était pas un peu à la Jean Edernalier, c'est-à-dire faire un coup? La provocation, vous m'avez dit provocation. Alors voilà, plutôt que vulgairement de dire faire un coup, la provocation. On allait chercher Céline, c'était tellement sulfureux que c'était une provocation ultime. Contrairement à Jean Edernalier, ils se sont connus. Il se trouve Jean Edernalier et Dominique de Roux, ils se sont fâchés ensuite. Jean Edernalier a évidemment trahi Dominique de Roux, puisque Jean Edernalier trahissait successivement et se fâchait avec tout le monde. Mais je pense que contrairement à Jean Edernalier était un provocateur médiatique. Dominique de Roux n'était pas un provocateur médiatique. Les provocations de Dominique de Roux, il jetait des grenades pour détruire des murs qui avaient besoin d'être détruits, pas simplement pour amuser la galerie ou épater le bourgeois. Plus de 40 ans après sa disparition, plus de 40 ans, bien sûr. Que reste-t-il de Dominique de Roux? Alors, il y a un fils, Pierre-Guillaume de Roux, qui publie cet ouvrage, bien évidemment, qui est venu à Télé Liberté, qui perpétue avec brio ce métier d'éditeur et aussi de passeur. Et puis, Dominique de Roux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un magistère durable dans le monde des lettres? Est-ce que c'est un écrivain atypique qu'on vient de découvrir? Est-ce que c'est tout cela à la fois? C'est tout cela à la fois, c'est surtout un professeur d'énergie, c'est un professeur d'insolence, c'est un professeur... non, c'est pas un professeur d'ailleurs. Pourquoi j'ai employé ce terme de professeur? Je pensais à la phrase... Oui, j'ai employé la phrase professeur d'énergie. Enfin, c'est quelqu'un qui réanime Dominique de Roux. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que depuis sa mort, tous les 20 ans, tous les 15-20 ans,
il y a une nouvelle génération qui redécouvre de Roux. Il y a toujours un garçon, une jeune fille de 20 ans qui va ouvrir immédiatement le 5e Empire, qui va s'intéresser aussi à sa trajectoire politique. On pourra parler tout à l'heure de l'Afrique, de son engagement auprès de Jonas Savimbi. Voilà, il inspire et ça a été une étoile filante, Dominique de Roux. Je pense qu'on peut employer ce cliché de l'étoile filante parce que c'est parfois un cliché, mais ça lui convient, ça lui convient tout à fait, qui a déchiré la nuit des années 60 et 70, à une époque quand même où les maîtres penseurs pesaient beaucoup sur la littérature et la philosophie et la pensée française. Et Dominique de Roux aujourd'hui reste plus vivant, à mon avis, qu'un Sartre ou qu'un Deleuze. Pierre-Guillaume de Roux, son fils, c'est une piété filiale qui l'anime. Oui, c'est une piété filiale. Il est aussi, je pense, qu'il ne partage pas tous les goûts. Dominique de Roux a été un homme injuste. Parfois, je pense notamment aux choses qu'il a écrites contre François Mauriac, que Pierre-Guillaume apprécie beaucoup, admire beaucoup. Il fallait être injuste parfois, il fallait régler des comptes. Quand on est un jeune écrivain ou un jeune éditeur, oui, je le dis souvent. Il faut toujours régler ses comptes. Voilà, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. Voilà. Mais ce qui était vrai, il a eu beaucoup d'adversaires. Et Pierre-Guillaume, oui, est à la fois l'héritier de son père, fidèle à l'œuvre d'éditeur de son père, mais c'est aussi Pierre-Guillaume de Roux. Ce n'est pas simplement le fils de Dominique de Roux, Pierre-Guillaume. Quand vous êtes venu le voir en disant voilà ce colloque, il faut l'éditer, et il s'est posé la question de savoir oui tout de suite. Oui, bien sûr. Oui, ça coule de source, ça coulait de source pour éditer ce livre. Il a participé d'ailleurs à ce colloque. Hein. Il a donné une intervention sur Dominique de Roux, éditeur. Oui, ça coulait de source. Dominique de Roux, pour lui, il faut en parler. Il y aura d'autres livres, j'en suis persuadé, dans les années à venir, d'autres jeunes gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui s'intéresseront à ce parcours. Dernière question, très simple, c'est qu'on a parlé pendant 20 minutes de Dominique de Roux, et tout téléspectateur bien formé se dit oui, alors je vais aller redécouvrir Dominique de Roux, je vais découvrir Dominique de Roux. Je vais chez mon libraire et je lui demande quoi. Alors, et qu'est-ce qui est réédité et qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est essentiel. Donc, dites-moi, voilà, je suis un béotien néophyte, je viens chez mon libraire, il y en a encore autres que le numérique, et je lui dis voilà, je voudrais découvrir Dominique de Roux. Pour moi, il y a trois livres essentiels, immédiatement évidemment, c'est la porte d'entrée. Immédiatement, il faut acheter immédiatement. Il y a évidemment La mort de Louis-Ferdinand Céline, qui est un livre d'ailleurs sur Céline, mais aussi sur le siècle de 45 ou le siècle de 14, pour parler comme Dominique Vénère, que c'est aussi une méditation sur l'Europe, La mort de Louis-Ferdinand Céline, et sur la littérature face à la catastrophe. Je dirais le 5e Empire, évidemment, qui est son dernier livre, qui est son livre, à mon avis, le plus abouti, qui est à la fois une réflexion métaphysique sur l'Empire, sur Lisbonne, sur le Portugal, sur quelque chose de messianique, l'attente de la fin des temps, du retour du roi, et puis une sorte de grand roman reportage. Qu'est-ce que je dirais ? Évidemment, il faut lire beaucoup, et puis il y a aussi l'Harmonica Zug, qui est un livre que j'affectionne particulièrement, et puis, et là c'est peut-être aussi une bonne porte d'entrée dans cette œuvre, la correspondance de Dominique de Roux, qui avait été réunie chez Fayard. Il faudra que je me renseigne, parce que là j'ai un petit doute. Il faut partir. Et c'est une correspondance absolument merveilleuse, où on trouve notamment le grand talent de portraitiste de Dominique de Roux et les lettres. Et j'aimerais parler, s'il reste un petit peu de temps, Martial, du lien qu'avait Dominique de Roux, et il apparaît beaucoup dans ses lettres, dans cette correspondance, avec Robert Valéry Radaud. Robert Valéry Radaud, qui était le grand-père de son épouse Jacqueline de Roux, qui a été un personnage considérable. Il a créé la Revue de France, lié à François Mauriac, à Bernanos, dont il a été dédicataire, puisque c'est Robert Valéry Radaud qui a fait publier Sous le soleil de Satan, qui ensuite a eu un parcours un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, entre 40 et 45, puisque Robert Valéry Radaud avait été lié à Bernard Faye et à la lutte antimaçonnique. Et ensuite, après 45, va se retrouver dans un monastère, va finir bénédictin, va écrire une très belle biographie d'ailleurs de Saint-Bernard, et qui a été un personnage très important pour Dominique de Roux, puisque Dominique de Roux Robert Valéry Radaud a été une inspiration, lui qui avait été un grand agitateur, un homme de revue et d'édition dans les années 20, autour de la littérature catholique. Dominique de Roux a un rapport plus complexe au catholicisme, et on retrouve cette figure très présente, et je tenais à en parler, dans la correspondance de Dominique de Roux. Eh bien, sous votre direction, on va découvrir Dominique de Roux. Parmi nous, l'occasion de parler de lui, de le faire revivre et puis de le découvrir ou le redécouvrir. Merci à vous. Merci Martial. Merci.